Aujourd'hui, on a un thème. Un thème très important, on parlera bien sûr de nos traditions, de notre culture. On dit bien que la culture d'une nation, en tout cas, forme son identité. Est-ce que notre identité est claire, n'est-elle pas ambiguë et soumise à des influences extérieures? On le saura avec Dr Il Nielbien, il est sociologue. On parlera de tout ça, mais vous connaissez le rituel, le postulat. C'est maintenant. Parce que les Africains ont l'habitude de considérer leur continent comme une terre de valeurs anciennes et à faire de la préservation de ces valeurs ancestrales une obligation essentielle pour toutes les générations. Les Européens, en nous colonisant, nous ont imposé la langue. Or, dans la langue de quelqu'un, il y a sa pensée, il y a sa philosophie, il y a sa vision du monde. Voilà. Donc, par la langue, les Européens nous ont amenés à pénétrer l'univers de leur vision du monde et de leur culture. Toutes les entreprises humaines se dessinent sur la base de la culture à telle enseigne que cette dernière est devenue pluridimensionnelle. Toutefois, dans leur diversité, les cultures cherchent à se compléter les unes les autres. Une question qui revient constamment, c'est de savoir si l'Afrique a une culture propre et à quoi peut servir celle-ci. Mais au fond, qu'est-ce que la culture africaine? Nous sommes une société participative et lorsque quelqu'un a un bien, cette personne partage ce bien avec les autres. Il n'y avait pas l'émulation des uns ou des autres ou bien une concurrence, non. Mais le bien d'un tiers est le bien de l'autre. Au rythme du brassage culturel, on est porté à croire qu'à la longue, la culture des peuples africains en particulier risquera de disparaître du fait de sa marginalisation, de son abandon par la complicité des Africains eux-mêmes au profit de la culture occidentale. Lorsqu'on va dans les cérémonies, tout le monde est en veste, tout le monde porte des smoking, tout ça. C'est bien beau, mais c'est un héritage de l'extérieur. Les Africains ont leur culture, ont leur pagne. On ne demande pas aux Africains de porter le kita, de porter des habits de nos ancêtres pour aller dans les cérémonies. Quand les Européens sont venus sur nos côtes, pour faire le commerce, ils ne connaissaient pas l'utilisation, par exemple, je peux dire, de la monnaie qui était la poudre d'or que les populations de la Côte de l'Or utilisaient. Quand je prends rapidement la religion, nous avons été influencés. C'est vrai qu'il y a le christianisme qui est là, il y a la religion musulmane qui est là, mais les Africains avaient leur religion. Le choc culturel a apporté un déplacement de sens. Les Africains ne sont plus eux-mêmes parce que victimes d'une aliénation culturelle causée par la culture étrangère, héritage de la colonisation et de la traite négrière qui a fini par endormir les consciences et par jouer le rôle de l'opium du peuple. Le dernier rempart de la tradition, ouais, c'est ce qu'on appelle les glaïs, c'est-à-dire les masques. Et lorsqu'il y a un problème dans la société, ce sont ces glaïers qui sont les derniers recours. Mais dans la résolution du problème, c'est toujours par voie de consensus. Et même quand quelqu'un a tort, on trouve toujours des mots pour l'apaiser, mais pour lui dire, écoute, tu as tort ce que tu as fait. Et quand bien même qu'il y a des amendes à payer, il paye des amendes. Mais la société européenne aujourd'hui, c'est quoi? Elle nous impose une justice dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Ou quand quelqu'un a tort, il faut mettre la personne en prison. Ça divise les sociétés, ça divise les foyers, ça divise les familles. Il y avait des lois, certes, établies, mais les lois ne portaient pas sur une condamnation. Il n'y avait d'ailleurs pas de prison. Il n'y avait pas de prison. La société même africaine est une prison. Quand tu poses des actes ignobles, la société t'épingle. Donc, du coup, le malfaiteur est non seulement ressaisi dans ses fautes, mais il est amené à la raison. Et c'est ce qui fait que nos sociétés ont vécu dans l'harmonie pendant longtemps. L'éthique et l'amour du prochain sont des vertus que la tradition africaine considère comme priorité des priorités. Les valeurs culturelles africaines sont loin d'être exhaustives. Une question attire notre attention. Que deviendra la culture africaine? En d'autres termes, qu'attendons-nous de l'avenir de la culture africaine? Alix et Marco, je vous prie de porter cette question à l'expert. À vous le studio. Pour cette question, mais avant, nous allons déjà définir les thèmes de ce postulat, de ce rendez-vous-là avec le docteur Lil Yelbien. Je rappelle qu'il est docteur en sociologie, culture africaine et influence externe.
c'est quoi la culture africaine? On entend quoi par culture africaine? Je pense que, bien avant de dire ce que c'est que la culture africaine, on va se risquer tout d'abord par dire ce que c'est que la culture de manière générale. Pour nous, sociologues, la culture, c'est un ensemble de manières de faire, de penser et d'imaginer propre à un peuple. On peut également dire propre à une communauté. Donc, de ce point de vue, si on parle de ce postulat, on dira que la culture africaine serait les manières de faire propres à la culture, donc propre à l'Afrique ou aux Africains. Vous voyez que je balbutie parce que est-ce que d'Afrique, on peut parler de culture quand on parle de propre, quand on parle de peuple? Il y a tellement de peuples en Afrique, parce que si anthropologiquement on peut rapprocher les peuples des langues, on verra qu'il y a tellement de langues qu'à un moment donné, peut-être que ce qui pourrait s'assimiler à la culture africaine, c'est ce qui ferait la différence des manières de faire entre la grande ère culturelle qui se retrouve en Afrique et la grande ère culturelle qui se retrouverait en Occident avec la culture judéo-chrétienne et la grande ère culturelle qui se retrouverait en Asie. Je veux dire que de manière plus ou moins pris rapidement, ce seraient les trois grandes ségrégations. Donc l'Asie, l'Occident et l'Afrique. Ainsi donc, les influences externes se présenteront comment? Faut savoir déjà que la culture, comme nous parlons des manières de faire propres à un peuple, ça peut être la manière de faire la cuisine, la manière de construire les maisons, la manière de se vêtir, la manière d'adorer ses dieux, la manière d'être lié à Dieu, la manière d'éduquer les enfants, la manière même de constituer la famille, la manière de se marier, la manière de mourir, la manière de s'enterrer, bref, tout ce qui touche à la vie. De telle sorte que, par rapport à cela, quand on parlera d'influence externe, ça voudra tout simplement dire qu'il faudra considérer la deuxième dimension de la culture. La culture a une dimension statique qui fait qu'on reconnaît que c'est telle culture. Si on prend par hasard ou la culture, si on revient à des aspects beaucoup plus faciles à comprendre par tout le monde, on parlera d'ethnie, ethnos-peuple. Si on parle des ethnies Baoulé, Tagbana, Bété, etc., Agni, Abé, on dira par exemple qu'on reconnaît l'Agni à quelque chose de spécifique. Mais en même temps, l'Agni des années 60, des années avant la colonisation, n'est pas l'Agni d'aujourd'hui. Donc, dans la culture Agni, il y aura des choses statiques qui feront qu'on reconnaîtra le pankita, on reconnaîtra les symboles, on reconnaîtra les chaises royales, on reconnaîtra les tambours, mais il y aura des parts évolutives, de telle sorte que la manière dont les rites et les rituels étaient faits avant l'époque coloniale, les bois qu'on utilisait par exemple pour faire les tam-tams, le temps qu'on attendait pour faire les tam-tams, les incantations, etc., toutes ces choses-là évoluent. Déjà dans la culture elle-même, dans sa dimension dynamique, et elles évoluent aussi au contact des autres peuples. Voilà pourquoi, dans la culture, il y a une dimension statique qui fait qu'elle est ce qu'elle est, et il y a une dimension dynamique qui fait qu'elle évolue dans le temps. Dans sa dimension dynamique, la culture dite africaine a souvent croisé de nombreuses influences, notamment la colonisation, tout ça, et ça dépeint, ça déteint sur les Africains. Est-ce à dire que la culture dite africaine, parce que moi j'aime pas le terme culture africaine, parce que la culture c'est la culture, est-ce à dire que la culture africaine n'est pas charismatique, ne peut pas se défendre elle-même, ne peut pas évoluer seule? n'est pas intrinsèque. Bien, il faut savoir qu'en matière de culture, il n'y a jamais du pur. Il y a déjà, parce que vous étiez en train de dire, le fait de déteindre dans la coexistence. Tous les peuples qui se côtoient, par ce que nous appelons en sociologie le diffusionnisme, déteignent les uns sur les autres. Regardez les peuples qui se côtoient. En Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il y a des pratiques qui sont récupérées dans... Ça peut être les noms, ça peut être des religions, ça peut être des mets. Vous verrez par exemple que les Dida penseront que la sauce longueur est la leur et les Ouè penseront qu'elle est la leur. Mais quand vous regarderez, vous verrez que ce sont des peuples qui se touchent.
De telle sorte que par diffusionnisme déjà, le fait de coexister, d'être dans le même espace géographique et de coexister pacifiquement, de se fréquenter, d'échanger, fait qu'on peut échanger déjà des valeurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de résistance. Là où nous pourrons parler éventuellement de résistance, c'est là où il y a choc culturel. Quand vous avez l'Occident qui, par souci de mercantilisme, de recherche, de métaux précieux, se retrouve en Afrique. D'abord les Vikings, ensuite les Portugais, pour venir piller les sols africains. Pour cela, ils viennent, ils nous trouvent sur le terrain. Il faut bien, d'une manière ou d'une autre, s'approprier les richesses. Là, nous allons rentrer vraiment en conflit. Nous allons rentrer dans des chocs culturels. Et comme ils avaient déjà la maîtrise de la poudre, c'est vrai que l'Afrique était antérieure dans ce domaine-là, mais eux, ils étaient arrivés déjà à un schéma de guerre beaucoup plus longue depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, beaucoup de guerres entre eux, entre Français, Espagnols, Allemands, de telle sorte qu'ils avaient déjà une habitude très avérée de la guerre. Donc, dans ce choc-là, ils nous ont soumis, ils nous ont dominés. Et comme l'histoire est toujours faite, écrite et imposée par les dominateurs, et ça a donné ce que vous dites, l'esclavage et l'école et tout ce qui s'ensuit. De telle sorte que dans ce système de choc culturel, la culture dominante impose automatiquement par la force et peut-être aussi par les croyances, la Bible et peut-être l'islam aussi, il s'impose naturellement la culture dominée. Alors, docteur, on sait que notre culture, elle est sujette à beaucoup de convoitises au niveau mondial. On parle ici d'influence. Est-ce que c'est laissé inféodé ou c'est de partage de culture? Mais déjà, par la colonisation, on l'a obligé. Regardez, nous nous exprimons déjà en français. Avons-nous le choix? Vous voyez, ça commence par là. Parce que l'école aussi, c'est de la violence. Quand on parle de culture, c'est un mode de connaissance. Par exemple, si vous prenez la culture africaine, notre mode d'apprentissage était secret et il était long et il procédait par rite initiatique. Codé. Crypté. Caché. Aujourd'hui, on prend tous les enfants, on les met dans une classe, on leur dit tout. Parfois, on leur en dit plus que les parents n'en savent. Donc ça, c'est le mode de connaissance occidentale à travers les agoras. Parce que quand le blanc connaît, il diffuse, il explique, il se montre, il montre. Alors que nous, c'était totalement contraire. L'Afrique aussi, les langues, on avait un respect pour les langues des autres. Alors que l'occidental, quand il vous domine, il faut que vous parliez sa langue. Le mode même de domination a été l'assimilationnisme. L'occidental ne nous a pas respectés. Quand vous regardez, par exemple, les systèmes anglophones, c'était le développement séparé. C'est ce qu'on appelait l'apartheid. Ils ont plus pensé à faire du business avec nous qu'à nous soumettre. Ce qui n'a pas été le modèle latin. Le modèle latin a pensé à nous soumettre. Et nous soumettre, c'était quelque part parler leur langue. Ça veut dire tendre vers eux par valeur idyllique. Ça veut dire que plus vous parlez français, plus vous avez les manières des Français, plus en quelque sorte, entre guillemets, et d'ailleurs il le disait, vous étiez évolué. Vous avez dit quelque chose qu'on n'a pas le choix. On a le choix peut-être, docteur. Au Sénégal, par exemple, sur une chaîne de télé, on peut parler Wolof pendant qu'on parle français. Au Ghana, le présentateur de journal télévisé se met en kita, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que quand même on est facilement assimilable, on peut s'exprimer comme ça? Ce que je veux dire, la langue, vous avez raison, est un trait culturel. Choisir de s'exprimer en Wolof ou en Twi ou en Ashanti, c'est un choix que nous avons. Choisir de nous habiller en jupe de raffia, etc., c'est un choix aussi que nous avons. Mais que représentent ces éléments-là? Peut-être que c'est un début, peut-être que c'est bon et il faut l'encourager, mais qu'est-ce que cela représente dans un formatage qui part de la maternelle, où déjà le système même de connaître les choses, de la vision du monde est déjà totalement métamorphosée. Voyez-vous, les choses commencent depuis l'enfance. Est-ce que déjà depuis l'enfance, nous comprenons que nous pouvons apprendre nos langues? Là, on commencerait la vraie résistance. Est-ce que depuis nos langues, nos tendres enfance, à nos 3 ans, nous commençons à dire que nous avons le choix entre nous habiller à l'occidental ou nous habiller à l'africaine? Là commenceraient déjà les premiers signes de résistance. Est-ce qu'à 3 ans, nous avons le choix en dire que nous préférons notre riz couché, notre igname, plutôt que notre café ou notre croissant? Nous commencerions déjà à avoir le choix. Est-ce que
à 3 ans, nous pouvons savoir que la Saint-Valentin, c'est la fête des Blancs, et elle n'est nullement la nôtre, ça, on commencerait déjà à faire notre résistance. Et tout à l'heure, vous avez parlé du koutoukou. Est-ce qu'à 3 ans, nous pouvons penser, sans encourager l'alcoolisme, que le koutoukou est à égale valeur que le cognac? Vous voyez, plus ça commence tôt, plus je pense que ça sera sensé et plus la résistance aura des chances d'aboutir. Et de votre analyse comparative, hein, il faut se dire que l'esprit qui est vide se laisse aussi influencer par celui qui en a. De là, on se demande, est-ce que c'est mauvais en soi de pouvoir brasser d'autres cultures, de pouvoir s'ouvrir? Non. Tout à l'heure, je le disais, le diffusionnisme est un élément naturel entre cultures. Au sens où, chaque fois que nous nous fréquentons, on se découvre, on s'apprécie, on s'emprunte des choses. Entre l'Occident, l'Asie et l'Afrique, depuis la nuit des temps, ça a toujours été le cas. Comme le disait tout à l'heure Marco, quelles sont les valeurs typiquement africaines? Quelles sont les cultures typiquement africaines? On peut penser au gombo. Après, on nous dira qu'il vient d'ailleurs, du Brésil, il a été importé. On pensera au manioc, on dira qu'il a été importé. Donc, il y a des choses que nous pensons qui sont typiquement africaines. Après, on nous dira qu'elles sont venues avec la colonisation, etc., etc. De telle sorte que l'histoire du monde a toujours été une histoire de nomadisme. L'être humain est essentiellement nomade et non sédentaire. Donc, dans sa vie de nomadisme depuis la nuit des temps, il a tourné sur la terre entière. De telle sorte qu'à un moment donné, c'est difficile de dire de manière pure et génétique qui vient d'où et ce qui appartient à qui. Donc, c'est un patrimoine universel commun. Mais à un moment donné, il a parlé aussi de choc culturel. C'est là où on commence à rentrer dans les hiérarchies, dans les suprématies et dans la revendication unilatérale de certaines choses. Et à partir de là, comme l'histoire est écrite par les vainqueurs, à un moment donné, on dira que l'Occident a tout créé. Ils ont créé l'écriture. Ils ont fait dans l'histoire. Bon, je pense que ça, c'est tellement ridicule que je pense que ça ne vaut pas plus de 30 secondes. Parce que quand on va vous dire en même temps que l'Afrique est le berceau de l'humanité, quand on va vous dire que la technologie de construction des pyramides jusque-là n'est pas percée, alors que les pyramides ont été construites par des Africains, à un moment donné, on préfère en sourire et se dire que l'ethnocentrisme n'est pas forcément un gage de réflexion. Docteur, avec vous, c'est tellement bon que ça va tellement vite. Il nous reste seulement 3 à 4 minutes. J'aimerais qu'on parle un peu de notre culture africaine et les réseaux sociaux. Les nouvelles influences. Et les nouvelles influences, notamment les réseaux sociaux. Parce que, est-ce que Facebook, Google, est-ce que ça va avec la culture africaine? Bien. Est-ce que c'est bon pour nous? Ça se marie. Je pense que peut-être que ça a été créé en Occident, c'est tout. Mais quand on remonte à l'origine de l'informatique, c'est déjà en Asie, c'est déjà en Afrique, 5000 ans avant Jésus-Christ. Cette massification de l'information, cette dynamitisation de l'information massive qui va partout, qui rentre à toute heure, n'importe où, instantanéité, à n'importe quel âge, n'est bon pour aucune culture. Encore moins pour la culture africaine qui avait déjà été dominée. Facebook, Google, etc., c'est une surdomination parce que ça provoque une surconsommation. À un moment donné, les gens n'ont plus de repères parce qu'ils avalent tout ce qui vient du monde entier. De telle sorte qu'à l'arrivée, ils ne savent même pas qui ils sont. Voyez-vous, ce que vous dites est tellement exact que des gens sont choqués parce que les Blancs eux-mêmes qui ont créé ces réseaux sociaux ont parfois de la retenue. Alors que nous, on expose tout, et les cadavres, et les enfants, et les nourritures. À un moment donné, vous sentez que c'est ce que nous, sociologues, nous appelons le syncrétisme. C'est-à-dire, vous empruntez quelque chose à quelqu'un, mais comme ça ne vient pas de vous, vous allez dans des excès, dans des abus dans l'utilisation. Au point où vous ne pensez même plus à un moment donné que vous venez quelque part. Vous êtes dans une fuite en avant totale qui rejoint ce que Karl Marx appelle l'aliénation. C'est-à-dire que vous êtes totalement étranger à votre propre réalité, au sens où vous pouvez vous retrouver dans une case, mais l'essentiel pour vous, c'est de faire un selfie et de montrer que vous êtes quelqu'un d'heureux, quelqu'un de in, quelqu'un de moderne, quelqu'un du 21e siècle.
Alors il faut réadapter cette utilisation-là à notre culture. Parfaitement, vous avez raison, madame. Et il y en a qui le font déjà par l'apprentissage de nos langues, par la valorisation de nos cultures, par le fait de présenter nos masques, nos danses et expliquer aussi notre cosmogonie, notre vision du monde. À savoir que l'outil, vous avez raison, c'est l'utilisation qui en est faite. C'est-à-dire que si vous vous gavez de Facebook, si vous en faites une religion, automatiquement, ça vous détruit. Mais si vous savez soumettre l'outil, le mettre au service des choses extrêmement importantes, intéressantes et culturelles, et la bonne culture à apprendre, naturellement, ils s'avéreront être des outils extrêmement intéressants de propagation de la culture africaine. Est-ce que les dirigeants africains devraient de plus en plus interroger leur culture pour penser développement? Ben, je pense que les meilleures chances même de développement sont basées sur la prise en compte des valeurs endogènes. On ne se développe jamais avec les valeurs des autres. C'est à condition de rentrer en soi, de rechercher ses racines, de partir de ses racines, qu'on devient innovant. L'innovation, la création et la créativité puissent toujours dans les valeurs propres. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Et comme pour paraphraser le père de la nation qui disait, nous serons loin d'être à la veille d'une autonomie culturelle tant que les gouvernements n'attacheront pas à la question de l'importance nationale qu'elle mérite. Voilà, donc il faut s'approprier sa culture, garder l'ADN de sa culture, mais rester aussi ouvert aux autres cultures. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. N'oublions pas que l'homme africain n'a pas besoin d'une citation d'un ancien chef d'État, fut-il français, pour entrer dans l'histoire. L'Afrique est déjà dans l'histoire depuis longtemps et ça se voit, ça se sent, ça s'entend partout, sous plusieurs déclinaisons. Merci beaucoup, docteur. Un dernier proverbe africain qui rend compte du fait que c'est en étant soi-même qu'on construit, qu'on bâtit sa personnalité, sa culture. On dit que quand le margouillat coud un pantalon, il doit savoir où mettre sa queue. À savoir que quand on veut imiter les autres, on a toujours des problèmes. Merci beaucoup, bon week-end. Authentique. Restez vous-même, n'imitez personne, restez vous-même parce que votre premier concurrent, c'est vous-même. Et vive la culture africaine. Bon week-end à toutes et à tous. Alix, bon week-end. Merci, bon week-end à vous. Merci.